Donc, Sonia et moi, on a travaillé ensemble. Elle nous a accompagnés pour la mobilisation. Moi, arrivant de Montréal, débarquant à Sainte-Clotilde et étant la porte-parole de notre projet, ça suscitait des réactions dans la petite municipalité de Sainte-Clotilde qui a un petit peu moins de 1600 habitants. En arrivant à Sainte-Clotilde, dans le centre du Québec, j'ai cherché, en tant qu'artiste, où sont les regroupements, les associations. Et Culture Centre du Québec, je leur ai présenté mon projet, j'ai payé mon inscription de membre et ils m'ont fait part qu'il y avait un beau programme de perfectionnement privé qui subventionnait 75 % du perfectionnement avec le professionnel. Tu veux parler, Hugo? Mais tu ne sais pas encore parler. Donc, on a pu, grâce à ça, faire affaire avec Sonia, que j'ai rencontrée dans un café-rencontre des Forces fraîches. C'était la personne qui connaissait déjà le mieux le projet. Puis j'ai dit, ouais, on a besoin de mobiliser les gens. Merci, c'est une super introduction. En fait, qui suis-je pour prétendre comme ça accompagner les groupes? En fait, moi, ce que je fais dans la vie, c'est que je suis une spécialiste de la participation publique, entre autres, et puis je suis une coach professionnelle. Donc, j'amène toute ma boîte à outils quand j'accompagne les groupes parce qu'au départ, on travaille avec des humains. OK? Donc, ce n'est pas une science exacte. Ce qu'on va vous proposer, c'est un mode d'emploi que moi puis Zoé, bien évidemment, on a appliqué. Moi, je l'ai appliqué auprès de plusieurs communautés différentes parce que pour la petite histoire, j'habite à Lac-Mégantic. Donc, j'ai été responsable de la suite de la plus grande expérience de participation citoyenne qui s'est jamais tenue au Québec. Donc, dans des contextes très émotifs, bien évidemment. Et donc, ça m'a amené à développer des outils. Puis, accessoirement, j'ai été à l'étranger pendant 11 ans. D'où est initiée toute démarche de participation publique. On n'a rien inventé dans nos pays dits civilisés et développés. Donc, en développement international, ça fait depuis les années 60 qu'on va sur le territoire, sur le terrain, qu'on s'assoit avec les gens. Est-ce que ça vous énerve que je sois assis? Non? C'est bon? OK. Donc, c'est ça, ça fait des années qu'on va sur le terrain puis qu'on demande aux gens qu'est-ce que vous voulez, quels sont vos besoins, quelles sont vos attentes, puis après, bien, comment vous souhaitez y arriver. Puis après ça, nous, on les outille. Salut, Hugo. Nous, on les outille pour justement les accompagner de la meilleure façon possible. Donc, ça va être très easy-going. Zoé va m'interrompre. On va y aller comme ça de façon très, très organique. L'idée, c'est d'essayer de vous donner des outils pour, dans le fond, structurer. C'est quoi les étapes gagnantes pour, en fait, tout projet de mobilisation, qu'il soit pour un bâtiment patrimonial ou encore pour d'autres utilités. Puis si jamais vous avez une question pressante, moi, je suis du genre, levez la main, puis on va y répondre. C'est bon? On part ça. Ça, c'est la vision. Puis là, vous allez dire, mon Dieu, c'est donc bien officiel. En fait, c'est que ça vient expliquer toute l'approche qu'on a quand on accompagne les gens. C'est qu'on se veut inclusif, on veut permettre à toutes les personnes qui sont concernées de pouvoir s'exprimer à des moments opportuns, de la bonne façon, en utilisant les meilleures activités possibles pour qu'on puisse créer des milieux de vie qui sont à l'image de l'ensemble de la population. Parce que c'est facile de se dire, OK, nous, on va s'adresser à tel groupe uniquement, mais au bout du compte, c'est qu'on veut répondre à l'ensemble des besoins. C'est un peu aussi la prémisse que Sonia lance quand elle nous aide. Merci. Oui, il aime le monde. Il aime le monde. Il va être là aussi si tu veux te délester de ses 16 livres de bonheur. C'est aussi un peu la prémisse que Sonia va donner aux gens quand elle nous accompagne dans une consultation ou une présentation. Elle explique son rôle, puis elle dit, gars, moi, je suis là pour que tout le monde soit entendu, puis que vous repartiez avec les réponses dont vous aviez besoin. Fait qu'elle affiche un peu le devoir de neutralité, puis le désir que tout le monde soit entendu, puis ça rassure beaucoup les gens. Oui, effectivement, parce qu'on le sait, on est émotif. Moi aussi, j'en ai des projets. Puis je sais que quand c'est mes projets, je les porte tellement près de mon cœur que
Hein? Là, ils sont tellement trop près de mon visage que je n'arrive pas à prendre cette saine distance qui est toujours nécessaire pour l'avancée d'un projet. Donc, les fondements, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais c'est important de se rappeler d'où on part et pourquoi on est rendu là. C'est qu'il y a eu un grand changement de culture municipale à travers le Québec. Il y a eu une crise de confiance des institutions publiques. Il y a les réseaux qui se sont multipliés. Je n'ai pas besoin de vous les nommer, mais que ce soit des réseaux formels et informels en termes de réseaux sociaux. Puis aujourd'hui, on est beaucoup plus dans un équilibre, une nécessité d'équilibre entre ce que les citoyens expriment puis toutes les autres dimensions du développement durable. Donc aujourd'hui, puis on a parlé beaucoup du monde municipal. La beauté que moi j'ai dans mon accompagnement, c'est que j'ai déjà travaillé dans des structures municipales. Donc, je comprends le fonctionnement, puis je comprends aussi la façon de penser des gens qui sont dans les structures. Vous prenez le monde municipal, ajoutez n'importe quel autre... On dirait qu'il faut que je me mette debout, excusez-moi. Ajouter n'importe quel autre secteur, c'est la même chose. Il faut apprendre à connaître l'autre. Comprendre. Puis plus on connaît, plus on sait comment cette personne-là pense, puis quels sont ses enjeux, quelles sont ses priorités, bien, plus on va intervenir de la bonne façon, puis pour pouvoir faire avancer notre projet. Oui, vas-y. Il faut donc connaître la municipalité, le conseil de fabrique, la population. On a besoin d'une coach pour nous aider des fois à faire le ménage dans tout ça. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là la première journée. J'ai parlé un petit peu du filet qu'on met dans la couche, là, pour la couche lavable pour bébé. Ça prend quelqu'un pour ventiler puis pour retenir les motons quand ça va pas bien. Puis pas de décourager non plus la population puis les gens qui croient au projet. Fait que quelqu'un comme Sonia qui nous accompagne va nous aider à comprendre aussi les réactions des gens qui, parfois, sont intenses. C'est ça, puis je suis capable d'en prendre. Donc, les enjeux de la participation aussi, c'est qu'au niveau municipal, pour ceux qui ont à travailler au niveau municipal, vous savez qu'il y a des règles de la LAU, la loi sur l'urbanisme, qui oblige des consultations X. Donc, tout ça, il faut connaître. Vous n'avez pas besoin d'être des experts, mais au moins être capable de dire « Oh, attention, j'ai besoin de savoir là, c'est quoi le fonctionnement pour intervenir au bon endroit. » On a entendu parler hier du PPC-moi. Ce n'est pas une nouvelle règle, ça, le PPC-moi. C'est des règles d'urbanisme qui permettent des changements d'occupation et d'usage. Mais pour certaines municipalités, c'est comme s'ils venaient de le découvrir. Donc, quand vous avez des gens qui connaissent ces éléments-là, bien, ça vous permet d'avancer un peu plus rapidement. Donc, autrefois, on était... Planification traditionnelle non consultative, donc non consultative, voici le projet. Après ça, on était dans l'obligation de consulter, hein, selon la loi, la LAU. Donc, on disait, voici le projet, vous pouvez donner votre avis si vous le souhaitez. Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus dans la dynamique. Qu'est-ce que j'ai fait? Je devrais avoir une petite lumière, moi, oui. Donc, aujourd'hui, on est beaucoup plus dans ce qu'on appelle la participation active. Donc, on souhaite réaliser ce projet-là. On va en discuter ensemble pour en faire un projet gagnant. Fait que nous, hein, on se retrouve pas mal dans la dernière case. Donc, ceux qui seraient intéressés là, pour savoir c'est quoi l'évolution, allez voir la loi 122. Ce que ça fait de la loi 122, c'est ça a donné des pouvoirs accrus aux municipalités, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, des pouvoirs accrus, c'est que ça leur donne une certaine autonomie. Et en même temps, les pauvres, bien souvent, on leur a donné des pouvoirs puis des devoirs accrus, mais on ne leur a pas nécessairement donné les ressources. Donc, on met un petit peu de bienveillance aussi dans notre tête, dans notre cœur, quand on a des projets aussi avec les municipalités. Ce n'est pas toujours de la mauvaise foi. Ils ont souvent, surtout dans les petites municipalités, c'est tout simplement pas les ressources pour ça. Donc, moi, j'ai envie de vous partager quelques notions parce que vous allez voir, je suis un peu, j'aime ça provoquer. L'acceptabilité sociale. Moi, j'ai bien de la misère avec ce terme-là, personnellement. C'est inacceptable. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est réducteur. Parce que la vraie définition de l'acceptabilité sociale, elle est très simple.
C'est de s'assurer que les porteurs de projets, que les promoteurs, que la municipalité, que toutes les parties prenantes s'assoient ensemble et déterminent ensemble quelles seront les conditions de réussite. C'est juste ça, l'acceptabilité sociale. C'est pas le feu vert pour dire « go, 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 votre projet, tout est beau ». Ça veut juste dire « voici les conditions de réussite ». Moi, je parle plus de dialogue que d'acceptabilité sociale. En tout cas, vous réfléchirez à ça, puis vous verrez si vous y adhérez ou pas. Commencez-vous à voir ce qui nous a charmés chez Sonia? Je suis vraiment fatigante aussi, puis je vais questionner tout le temps. Je demande toujours aux gens, c'est quoi vos objectifs? Bref, consultation publique, bien, ça, on le sait, on va vraiment consulter les gens. On ne va pas les informer. On va littéralement les consulter. Quand on fait du co-design, du co-création, les co-cocos, comme je les appelle, là, toutes les cocos qui sont devenus à la mode, c'est qu'on co-développe, on co-réfléchit, donc on le fait en collaboration, en coopération. C'est ce que ça veut dire. Quand on se concerte, c'est que là, il faut trouver une solution. Quand on se concerte, il faut trouver une résultante finale. Ça, c'est différent. Il faut avoir un résultat à la fin. On ne fait pas juste se consulter pour se consulter puis se concerter. Il faut arriver à une décision. Implication versus mobilisation. Quand je dis mobilisation, qu'est-ce qui vous vient spontanément? OK. Des manifs, oui. Des gens qui commencent à y croire, effectivement. Ou qui ne croient pas. Absolument. C'est ça. Quand on s'implique, est-ce que l'engagement est plus important que la mobilisation? Non, c'est l'inverse. Parce qu'on peut s'impliquer, mais sans y croire. On peut s'impliquer, ils vont dire « OK, on a un événement organisé, parfait, on a besoin des gens pour déplacer les chaises, on va le faire. » Je m'implique. Est-ce que je suis mobilisée? Est-ce que j'y crois vraiment? Pas forcément. Effectivement, je ne sais pas si tout le monde a entendu. Mobiliser, c'est prendre position d'une certaine façon. Hein? Plutôt que, quand on s'implique, bien, on est dans l'action, on fait les choses. Quand on se mobilise, on est là beaucoup plus dans les valeurs, dans le pourquoi on fait les choses, puis jusqu'où moi je suis prêt à aller pour tel projet. Si je peux donner un exemple avec les deux, dans les bons enseignements de Sonia, ce qui m'a aidé à trouver ma place aussi, à arriver à Sainte-Clotilde en pleine pandémie, alors qu'il y avait peu d'occasions de se rassembler. À chaque vente de garage que le Club Optimiste organisait, les brunchs pour les aînés, j'étais là et ça m'a permis de mobiliser par rapport à notre projet, de répondre aux questions, de tendre l'oreille, d'entendre qu'est-ce que les gens pensent, c'est quoi leurs inquiétudes, puis de travailler mon projet pour qu'ils répondent aux besoins de ce que j'entendais. Bien, j'aime ça ce que tu dis parce que peut-être que la communauté se serait impliquée, tu sais, ils seraient venus t'aider, justement, placer des chaises, mais à force de les rencontrer, là, OK, l'implication devenait de la mobilisation, parce que là, en haut, on y croit, tu sais, on n'est pas juste venu placer des chaises, on trouve que ce projet-là est important. Fait que ça, c'est vraiment primordial d'aller vers les gens, de ne pas penser qu'on a un projet qui est merveilleux, notre projet, puis que là, on va dire, voici mon projet, voici ce qu'on a décidé d'en faire, êtes-vous d'accord? Oui, non, peut-être. Voulez-vous des ajustements? Non, il faut aller vers les gens. Parce que très souvent, ils savent juste... En tout cas, bref, je continue. Vous voyez que ça me passionne, hein? Je pourrais en parler pendant des heures. Il y a 9 critères de réussite. C'est pas moi qui les ai inventés, mais en même temps, j'ai eu la chance de participer à accompagner l'Union des municipalités du Québec quand ils ont élaboré leur cadre de référence pour définir des politiques qu'on dit conformes. Là, je ne rentrerai pas là-dedans parce que je pourrais passer des heures. Conforme, pas conforme, peu importe. On a gardé ce qui était essentiel de ces 9 critères-là. Puis moi, je dis toujours aux gens, tantôt, il va y avoir une diapo qui va récapituler. Là. Vous pourriez imprimer ça, mettre ça dans votre bureau comme pense intelligent, aide-mémoire, pour être certaine que vous avez bien utilisé ces critères-là. Le premier critère, c'est celui de la transparence du processus décisionnel. C'est-à-dire que quand vous menez un projet, vous avez un projet, bien, c'est important de dire aux gens, bien, voici comment ça va se passer. Hein? Puis voici qui ultimement,
prendra la décision. Donc, il faut être le plus transparente possible. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que de dire aussi ce que l'on ne sait pas encore. Ça veut dire, bien, OK, aujourd'hui, on est rendu là dans le processus. C'est la fabrique qui va décider, ou X, Y, Z. Ensuite, il y aura une autre étape, puis c'est ce qui va se passer. Donc, d'être le plus transparent possible. Nous, dès le début, avec le conseil de fabrique, au départ, là, ils voulaient aller vite, vite, vite. Mais je leur ai dit, ben moi, je vais prendre le temps de faire une formation avec la Jeune Chambre de commerce. Je fais le saut dans le monde entrepreneurial et on veut vraiment prendre le temps de choisir la bonne structure légale. Fait qu'on a été honnête avec eux. On a dit, je fais la formation, je la termine en mai. On était en janvier ou février. J'ai dit, on va prendre le temps, on va travailler un plan d'affaires plus élaboré, on va vous le représenter. Puis on a signé une lettre aussi, une lettre d'intention, comme quoi il y avait de l'intérêt pour le projet. Merci. Deuxième principe exemplaire, celui de consulter. Oui, pardon, question. Question par rapport à ce que vous venez de mentionner. Je m'excuse, j'ai oublié votre prénom. Zoé. Oui. C'est que lorsque vous avez parlé à la fabrique et vous leur avez demandé, vous avez été clair sur vos intentions de suivre un cours, donc ça a été bien reçu, si je comprends. Ils ont voulu collaborer. Bien, il était déjà charmé un peu par rapport à notre équipe. Pour les 150e du village, on avait invité Jean-Willy Kunz, qui est organiste à l'OSM. Donc, ma sœur et son conjoint sont impliqués dans la municipalité. Donc, il y avait déjà comme un désir. Et il n'était pas non plus dans l'urgence. Le bâtiment n'était pas désacralisé, il n'était pas en vente officiellement. Fait qu'il y avait déjà de l'intérêt. Et ce qui nous a permis aussi de leur présenter, c'est qu'il y avait une marguillière qui nous disait « Avez-vous un projet pour l'Église? Ce serait le fun, ce serait dommage de la perdre. » Donc, la relation avec la fabrique, avoir un allié, quelqu'un qui... Les marguillières, c'est des bénévoles qui ont à cœur la santé du bâtiment. Fait que c'est les premières personnes que je vous dirais que vous avez à convaincre, parce qu'eux vont pouvoir travailler pour vous au sein du conseil de fabrique, puis devant le diocèse aussi. Bien, c'est super bon. Je sais qu'on va en parler plus tard, mais je rebondis là-dessus. C'est l'importance d'avoir des ambassadeurs, de bons ambassadeurs. Puis pour ça, bien, il faut bien connaître la communauté. Puis, bref, je vais revenir là-dessus. Je vous dis, je pourrais parler des autres. Bon. Deuxième, c'est celui de consulter en amont de la prise de décision. Et ça renvoie vraiment à la capacité d'influence des gens. C'est-à-dire qu'on reconnaît que je peux influencer le processus. Hey, dans la vie, là, y a-tu de quoi de pire que de se faire dire « Bon, bien, c'est ça qu'on va faire, puis c'est ça qu'on a décidé. » Yo! Hey, moi, si je me fais faire ça, c'est sûr que je recule de 2 kilomètres. Je n'ai pas envie de collaborer. Je n'ai aucune ouverture. Donc, gardez en tête que même si votre projet n'est pas complètement ficelé, finalisé, mais c'est important de trouver des actions, des activités qui vont vous permettre de consulter les gens. On diffuse une information qui est complète, qui est compréhensible, qui est adaptée aux circonstances. Donc, moi, je travaille avec des urbanistes, des ingénieurs, toutes sortes de monde comme ça qui ont des beaux acronymes des fois. Puis, yo-ho! Mon rôle, c'est de les challenger pour expliquer simplement aux gens, ça veut dire quoi, ça, un PPC-moi? Ça veut dire quoi? Oui. Question par rapport à la diffusion d'informations complètes. Nous, par exemple, notre projet à Montréal, on deal avec la fabrique et le diocèse. Disons que le diocèse est un petit peu frileux quand on parle de notre projet. Fait que, ça nous ferait plaisir, dans le fond, à être le plus transparent possible avec la communauté. On a une page Facebook, on essaye de faire des publications. Il y a toujours, disons, on se sent un peu obligé de faire preuve d'une certaine retenue. C'est sûr que des négociations, on ne va pas nécessairement aller plus divulguer ça, tout ça, pour en discuter. Mais en même temps, je trouve que pour nous, c'est quand même un frein à pouvoir diffuser une information complète. Les gens n'ont pas la chance nécessairement d'avoir un portrait hyper complet pour des raisons stratégiques et, disons, légales. Fait que, c'est sûr qu'il y a toutes sortes tu l'as nommé, je te laisse aller. Bien, je pense que le choix des mots, des fois, voici sur quoi on travaille, on aimerait présenter ça, c'est ce qu'on a représenté au diocèse, pour les impliquer. Puis
si vous en parlez, vous donnez l'occasion aux gens de manifester leur intérêt, puis ça vous fait des chiffres, des statistiques à montrer aux intervenants. Fait que, tu sais, c'est comme un peu on veut pas déplaire, mais en même temps, il faut faire ses preuves, puis il faut montrer que les gens se sont mobilisés. Fait que c'est inconfortable, mais il y a un travail à faire avec le choix des mots aussi. Donc, une bonne stratégie de communication. Moi, je suis une fille de com aussi, à l'origine. Oui, ça a toujours sa place, la stratégie de com. Je vais revenir tout de suite, Sam. Et en même temps, moi, je vais vous dire, ce que j'utilise tout le temps, c'est ça. Je dis toujours que c'est une douce danse. Hein? De transmettre l'information la plus complète possible en fonction des paramètres de votre projet. Alors, si votre diocèse est frileux, ça se peut. Après ça, bien, il y a peut-être du travail à faire juste avec le diocèse au niveau de la com, justement, des fois. Mais c'est pour ça que des fois, je te vois lever les yeux, je comprends. C'est pour ça que des fois, c'est pas nous qui sommes les meilleurs. Moi, je suis intervenue à un moment donné auprès de la fabrique parce qu'il y avait c'était comme jamais, on va dire, hein? La négociation n'avançait plus. Puis là, j'ai fait je sens que ça sera peut-être pas facile. J'aimerais que tu viennes avec nous. Puis au final, une des choses qui a vraiment fait changer le ton, ma sœur a dit là, faudrait qu'on ait des dates puis qu'on puisse se faire un calendrier parce qu'on va avoir une naissance en avril. Ça, c'est très mobilisateur. Fait qu'il ne faut pas avoir peur non plus d'être honnête puis de passer d'amener le personnel à l'universel. Au final, on deal avec des humains, on deal avec des égos. Puis ramener à pourquoi c'est important pour vous puis pourquoi c'est important pour les autres. Là. Pas juste le résultat, ça va être le fun d'avoir une salle avec 8 OBNL, mais pensez sur le territoire, les gens n'ont pas accès, ça, on va faciliter l'accès. L'Église, c'est se rassembler, on va redonner un sens. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué et qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Le curé, quand il nous a dit qu'il y avait 3 % de taux d'occupation de l'Église, 3 % du temps qui est occupé. C'est devenu notre mission, que les portes soient ouvertes le plus possible et que les gens fréquentent le lieu de nouveau. Les discussions sur le parvis de l'Église, là, après les rencontres de consultation, c'est des très beaux moments dans le parcours avec le projet. Parce qu'on a fait comme, voilà, ça fait son sens. Puis après ça, il y a Sam, puis il y a une autre question. Puis, si tu peux me permettre, Zoé, c'est que le fameux « why », hein? Le « why » en entrepreneuriat, il est toujours important. Hein? Quand on se trouve des fois là, bloqué, là, c'est important de revenir à l'essentiel. Pourquoi on fait ça? On n'est pas juste des étranges qui viennent de la ville puis qui avons envie de bouleverser la communauté. Bref, Sam, puis après ça, une autre question. Oh, tu parles fort. C'était juste prendre la balle au bon, dans le fond, par rapport à la communication. Ben, c'est aussi de tenir informé, la partie frileuse, de dire, ben, nous autres, on va communiquer ça, pour pas qu'il y ait une surprise, dans le fond. On va on a une page, puis pour pas dans le fond, c'est de prévenir, dans le fond, la surprise que les autres disent, comment ça, qu'ils parlent de ça. Fait que s'ils savent, ben là, il n'y a pas de surprise. Fait que dans le fond, ça fait transparence dans la communication de toutes les parties. Il faut faire attention des fois parce que, tu sais, c'est de dire, ben, quand mettons, je rencontre des producteurs agricoles, ils vont dire, y a-t-il des choses que tu veux garder confidentielles? Tu mets ça tout de suite au clair. Absolument. Fait que là, ça, c'est confidentiel, puis tout le restant, ça ne le sera pas. Fait que là, tu fais comme un safe space de dire, ça, j'en parlerai pas en public, puis le restant, ça évite beaucoup de problèmes. Absolument. Bien, c'est ça, un plan de com, finalement. Un plan de com, puis il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, je pense que c'est Claude, je ne sais plus, je suis désolée, qui disait que la mairesse avait tenu les gens informés de façon régulière et récurrente. Gilles, pardon. Donc, ben c'est ça, un plan de com. Même si on pense qu'on n'a rien à dire, on continue de garder les gens informés. Il y avait une question? Vraiment dans le processus, là, à titre personnel. Là, je suis membre d'une fabrique. Là, je suis une marguillière sur une fabrique. Puis, et je travaille aussi dans l'économie sociale. Donc, c'est une préoccupation. 2, moi, dans le fond, quand j'ai approché mon diocèse, je leur ai vraiment défini l'existence de base de chacune des églises.
c'est du jus de bras, c'est du jus de cerveau, c'est du jus de... C'est l'ensemble de la communauté, c'est des dîmes, c'est des capitations. Tout a été soutenu par la communauté. Le pavis de l'Église, c'est le lieu de rassemblement de... L'objectif, la mission de base d'une entreprise d'économie sociale, c'est ce côté-là de rassemblement et on veut continuer ce côté-là. Et oui, le plan de com devient super important. Et puis, tu sais, on a un plan pour tout, là. Donnez-y le temps que vous voulez, le nom que vous voulez, mais ça peut être un plan de com, un plan de diffusion, un plan de confidentialité. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pas. Ouais. Mais oui, pour faire du pouce sur ce que Zoé disait, les mots sont importants quand on discute avec eux, le diocèse. Moi, lorsque j'ai rencontré le diocèse, en fait, en leur présentant un peu ma vision de cette culture-là de rassemblement, puis l'objectif de vouloir le conserver. Le vicaire m'a accueilli à bras ouverts en me disant « Je te fais rencontrer le Monseigneur, mais qui revienne de vacances. » Fait que, tu sais, c'est... Moi, ben c'est ça va bien de mon côté, mais c'est ça, les mots sont vraiment importants. La vision, expliquer le rôle et la façon d'être, l'objectif, la mission de chacun, puis l'impact social que ça va avoir, dans le fond, pour justement démontrer que chacun des projets ne vient pas enlever la racine de base de l'existence du cœur de chaque communauté. Bien, merci beaucoup. Effectivement, on communique au bon niveau. Il y a toujours un principe qui dit en communication, il faut s'adresser comme si on le faisait à un enfant de 5 ans. C'est pas péjoratif là, de dire ça. Puis c'est pas hautain. C'est qu'il faut simplifier les choses pour s'assurer qu'il y a une compréhension. Parce que communiquer, c'est pas juste informer. Il faut être prêt à recevoir de l'autre côté. Bref. 4e, de pouvoir attribuer aux citoyens une réelle capacité d'influence. Ça, je l'ai nommé tout à l'heure. Présence active des élus et des professionnels. Quand on a soit la MRC, quand on a la municipalité, peu importe, ils doivent être présents. Et en même temps, bien sûr, de définir et de clarifier les rôles de chacun avant. Ça, il faut que ça soit clair, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, parce qu'on a déjà vu des fois certains élus prendre le micro. On a vu ça. Mais à ce moment-là, par exemple, quand moi j'anime, c'est mon rôle de recadrer le tout. Mais on dit toujours que l'expertise du citoyen combinée à l'expertise des professionnels et des élus, bien, ça fait un projet gagnant. D'avoir des délais appropriés aux circonstances quand on veut consulter les gens. On dit toujours la règle du pouce, il faut au moins informer les gens 2 semaines à l'avance pour qu'ils aient les documents en main, qu'ils en aient pris connaissance puis qu'ils arrivent outillés aux rencontres. Donc... Puis, il faut aussi bien connaître sa démographie. Il ne faut pas penser que parce qu'on a parlé à la radio, à la télé, ou qu'on a eu un article dans le journal, ou qu'on a parlé sur Facebook, que les gens sont au courant. Il faut utiliser... À Sainte-Clotilde, il y a un petit journal, mais c'est à peu près 2 mois le délai de publication. Fait qu'il faut, même si ce n'est pas la chose la plus efficace en termes de rapidité, bien, les gens, tout le monde le reçoit à la maison. Fait qu'il faut inclure ces mécanismes-là, puis creuser, puis en trouver. Nous, on a créé un groupe Facebook parce qu'il n'y en avait pas. La municipalité, maintenant, a fait une page Facebook, mais il n'y en avait pas. Donc, ça nous a permis rapidement d'impliquer les gens. Puis, au départ, c'était un projet rassembleur et bienveillant. Genre, il se passe ça. Ah, il y a un camion de pompiers, tout le monde est correct. J'ai une boîte de linge à donner. Fait que c'est vraiment un groupe qui, maintenant, s'anime tout seul. Puis, quand on a eu besoin de mobiliser les gens, ça a été super utile. Puis, pendant les élections municipales aussi, il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas les candidats et il y a eu une volonté citoyenne d'organiser un débat. Donc, ça a permis aux gens de s'organiser un débat. On met en place des procédures qui vont permettre à tous les points de vue de pouvoir s'exprimer. Donc, on s'assure, puis vous allez voir, je vais vous donner un exemple de comment on doit cartographier, mais on s'assure qu'on va aller vers les groupes qui sont sous-représentés, un petit peu comme ce que Zoé mentionnait tout à l'heure. On module nos règles selon la participation réelle. Autrement dit, c'est qu'on s'ajuste. Hein? Je dis toujours on danse, bien c'est ça. Hein? Ça ne veut pas dire que parce qu'on a un plan, que le plan ne s'ajuste pas.
Hein? Des fois, il y a des réactions, puis là, on est obligé de changer de pas de danse. Puis, on s'assure, le 9, là, j'aurais dû le mettre en rouge, flashant. On s'assure qu'à la suite d'une consultation, bien, qu'on retourne vers les gens pour leur dire « Voici ce qui a été décidé. » On vous a entendu, on a colligé les informations et voici ce qui va se passer par la suite. Donc, je sais que c'est un anglicisme, mais j'aime ça dire ça. Ça fait-tu du sens pour vous? Excellent. Puis là, j'ai envie, je ne suis pas sûre de vous poser tout de suite une question, mais on va la poser. Dans les 9 principes qu'on vous a partagés, est-ce qu'il y en a un qui s'applique plus particulièrement, vous pensez, pour la mobilisation? Dans le cas de bâtiments, pas de patrimoniaux. Patrimoniaux, ça se dit mal? Moi, j'aurais tendance à dire des modes de communication qui sont variés. Des modes de communication variés. Si on prend l'exemple des églises, souvent sont concernés des gens qui vont peut-être lire plus les journaux municipaux. Peut-être des gens qui vont regarder les réseaux sociaux. Absolument. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont d'autres idées, d'autres points de vue? Je devrais vous les remettre. Attendez, j'avais fait une belle petite slide. Tiens, je les ai toutes. Consultation en amont? Oui, c'est pas mal gagnant, ça. Pas mal gagnant. Oui, de bouche à oreille, donc avec des moyens de communication variés, finalement. Hein? Ça ressemble à ça, oui. OK. C'est sûr, j'ai envie de vous dire les 9, là. Hein? Vous allez C'est voir ça. aussi, quand on commence à faire de la mobilisation, là, au début, on est comme comment rejoindre les gens. Puis un moment donné, 2 ans plus tard, tu vends quelque chose sur Marketplace, puis là, genre, tu fais ton speech sur ton projet. Puis, fait que, tu sais, ça n'a plus... Quand tu comprends la mécanique, là, ça se fait tout seul, puis ça n'a plus de fin. En fait, il faut être curieux. Oui. Je vais me présenter parce qu'on a vécu ce projet-là sur 5 ans de la transformation de notre Église. Je me présente, je suis Robert Savoie, je suis maire de la petite municipalité de Saint-Valérien, 850 de population, et situé tout près de Rimouski, pour ne pas se tromper de Saint-Valérien de Milton, qui est tout près de Saint-Hyacinthe. Fait qu'on a clarifié ça. Et puis, 2 éléments qui ont été essentiels. Un, évidemment, le partenariat avec la fabrique, ça a été le point de départ. Au niveau consultation citoyenne, quand on parlait de mobilisation, l'élément sur lequel qui était intéressant, c'est qu'on a fait grande consultation, mais pas juste une consultation sur le projet, sur la définition des usages à l'intérieur du projet. Donc, chacun, là, il voyait où était son intérêt. Et aujourd'hui, ce que ça a donné, cette transformation-là, je vous résume rapidement, et à l'intérieur de ce bâtiment-là, que ça voulait développement durable, donc il n'y a plus de mazout, que ça voulait multigénérationnel. C'est chauffé aux granules. Les granules arrivent du Témiscouata, donc c'est l'économie circulaire. Et puis, j'ai une salle de métier de tissage pour le Cercle des fermières. J'ai ma salle de casino pour les chevaliers de colon qui vont jouer au poker, qui se transforme en salle de danse. J'ai ma salle des jeunes. J'ai ce qu'on appelle aujourd'hui un 3e lieu, donc la transformation de la bibliothèque municipale et scolaire, qui est maintenant un centre de créativité aussi, et une grande salle citoyenne de spectacle et une cuisine collective aux normes du MAPAC, qui permet la transformation des légumes et la mise en marché au marché. Donc, pas dans les épiceries, mais lorsque vous le mettez non pas aux normes restauration qui coûtent une fortune, mais aux normes du MAPAC, mais vous avez la possibilité de transformer les légumes non vendus par nos maraîchers. On a une concentration de maraîchers biologiques, donc, et qui sert aussi pour les repas communautaires. L'élément où je voulais finir avec ça, c'est les effets collatéraux de ça qu'on n'avait pas anticipés. Donc, par la suite, une fois que les plans ont été faits, tout le kit, il y a eu une 2e consultation parce qu'effectivement, est-ce qu'on a bien répondu dans un premier travail aux besoins des citoyens? Et par la suite, il y a eu un comité citoyen qui était le comité pilote avec architectes et ingénieurs pour s'assurer, parce qu'il y a toujours, quand vous jouez dans un bâtiment comme ça, des gros points d'interrogation qui arrivent, et de s'assurer qu'on faisait tout le processus. Et aujourd'hui, ça fait 12 ans que je suis maire de ma municipalité pour un 4e mandat. J'étais là juste pour un mandat. Je n'ai pas appris à compter dans ma vie. Et mon école primaire, qui a une capacité de 95 à 100 jeunes, il en restait 30 jeunes quand je rentrais comme maire. Aujourd'hui, elle est à pleine capacité. L'élément d'attractivité qu'on ne voit pas à travers tous ces éléments-là, lorsque les autobus de place aux jeunes, dont les jeunes qui cherchent à s'installer dans les régions, bien, c'est des petites choses comme ça qui fait qu'à un moment donné, la population vieillissante a été remplacée par des jeunes familles avec des projets, ainsi de suite. Morale de cette histoire que je me suis rendu compte à travers mes différents mandats, c'est dans la mesure que je crée l'espace citoyen, leur permettant de pouvoir s'exprimer, j'aurais joué le plus grand rôle. Et pour finir,
je vous lance ce défi-là. Ce qu'on a fait quand on parlait de consultation citoyenne à la fin, et pour financer au BNL, parce qu'on soulève comment ça se finance par la suite, bien, j'ai demandé à tous mes organismes que je vous ai décrits tantôt, et ma corporation de développement, corporation des loisirs, bibliothèque, et ainsi de suite, de se regrouper et former un OBNL. La municipalité a délégué son pouvoir de gestion du bâtiment à cet OBNL-là. C'est eux qui s'occupent au niveau des locations, et ainsi de suite. Donc, et c'est eux qui engagent la junte communautaire, ainsi de suite. Il y a vraiment une constitution d'un OBNL sur lequel qui se rencontre une fois par mois. Donc, quand on parle d'un changement de culture, l'élément le plus fondamental aussi, pour la transparence auprès de la population, une fois par année, l'OBNL dépose ses états financiers à la municipalité et ça fait vérification au niveau de la vérification financière des états financiers de la municipalité avec notre firme comptable. Et ce modèle-là, maintenant, est en opération depuis 2 ans et je ne reviendrai pas en arrière. Voilà. Merci, M. Savoie. Bien, justement, vous m'aidez à faire le lien vers mon sujet suivant. Je sais qu'il y a 2 questions. Ça peut-tu attendre un petit peu? C'est correct? Oui, c'est bon? Non, vas-y, lance, parce que je veux être sûre qu'on vous dit tout. Oui, le jeune homme tantôt parlait du plan de division, puis le plan de communication. Moi, dans le fond, ce que j'ai vraiment dans le point numéro 3, moi, au niveau de ma population, c'est en ruralité très éloignée. Il y a beaucoup de distance entre chacune des maisons et la majorité de la clientèle visée chez les aînés, bien, ils ne savent pas lire. Mm-hmm. Et bon, comment je les attire? Fait que là, s'ils ne savent pas lire, je ne peux pas écrire église ou consultation publique, ils ne comprendront pas c'est quoi. Alors, j'ai utilisé là, la base là, d'un feuillet là, plié bien comme il faut, puis en haut, j'avais un gros dessin d'église. Puis sur une population de 300 à quelques habitants, mais j'avais 10 j'avais 38 habitants présents lors de ma consultation publique. Fait que pour nous, c'était vraiment un succès. Puis on sait que vu que ce logo-là a été reconnu par ces aînés-là, bien, c'est ce logo-là qu'on va utiliser à chaque moment qu'on va faire une consultation publique pour justement garder une continuité là-dedans. Parfait. Mais bien connaître sa population, c'est la différence. Tout à fait. Donc, je vais quand même aller rapidement, même si on a commencé plus tard. Donc, M. Savoie parlait tout à l'heure d'habiliter sa population. Il est au niveau... En fait, j'aurais dû inverser ma pyramide, mon échelle. Parce que le niveau le moins participatif, c'est celui d'informer. Quand on fait des séances d'information, c'est très, très bien, là. Mais on fait juste informer. C'est de la non-participation. On va valider très souvent. Là, on informe puis on valide des petites choses. Mais là, on est vraiment là, dans de la non-participation. Quand on commence à consulter, quand on commence à impliquer les gens, là, il y a un réel pouvoir d'influence de la part de la population. Puis quand on collabore et on habilite, bien là, on est vraiment dans un pouvoir effectif et exécutif. Je vous les ai remis là, puis tu sais, là, je ne vous les relirai pas tous, mais c'est vraiment important parce que quand vous allez déterminer votre démarche, bien, vous allez voir à quel niveau vous avez besoin soit de consulter, soit d'informer. Et ça, c'est drôlement important. Je ne sais pas si les présentations sont rendues disponibles. En tout cas, vous me le demanderez si vous la voulez. Donc, peu importe le niveau de participation qui est choisi, vous aurez toujours à vous demander quels sont les objectifs de ma démarche. Puis là, ça peut être même de se dire, bien, ma séance d'information, elle va servir à empêcher que le presto saute. Ça arrive très souvent. Il y a des gens qui disent « Ouais, on ne va pas faire de soirée d'information parce que là, ça va devenir émotif. Hey, ben, appelez-moi, là, je suis habituée d'animer ça. » Parce que c'est important, surtout dans le cas des églises. Il y a vraiment un sentiment, il y a une émotivité qui a besoin d'être exprimée, puis qui a souvent besoin d'être exprimée publiquement. Mais à ce moment-là, on n'a pas d'autre attente comme porteur de projet. On le sait que cette soirée-là, elle va servir à que les gens s'expriment, puis nous, on va les entendre et on va reconnaître ce qu'ils vivent. C'est ça que ça fait, c'est qu'on reçoit. Vous voyez, je fais ça avec ma main, parce que pour moi, je le reçois, je l'entends. Puis il faut créer cet espace-là, puis permettre aux gens de l'exprimer. Mais pour ça, il faut prendre le temps de s'asseoir et de dire c'est quoi mes objectifs avec cette consultation-là, avec cette démarche-là, avec cette activité-là. Donc, moi, je suis vraiment madame objectif, je suis super fatigante avec ça.
À chaque fois que je reviens, je dis, OK, pourquoi qu'on fait ça? Wow! On s'arrête. Puis, ça se peut que notre objectif change aussi en cours de route. Il faut être capable aussi de le nommer. Et à ce moment-là, ça nous permet de valider est-ce que les outils qu'on a choisis, est-ce que les activités qu'on a choisies, vous en avez nommé plusieurs, bien, ce sont les meilleurs outils pour aller répondre à nos objectifs. Parce que des fois, moi, je vois des gens dire « OK, là, on va faire un café rencontre. » Puis là, tout le monde s'excite sur le moyen. C'est très bien de s'exciter sur le moyen. Mais il faut se demander pourquoi je fais ça au départ. Puis après ça, on peut s'exciter. Donc, l'importance, puis là, je ne vais pas passer au travers parce que je sais que ça prendrait bien du temps, mais cartographier votre écosystème. Puis moi, j'utilise une méthode qui est très simple. Puis ça permet quoi? Ça permet de créer cette distance-là qui est saine. Ça vous enlève votre émotivité parce que j'en connais là, qui ont les dents serrées puis disent « Madame Dupont qui vient toujours chialer sur mon projet, je suis tannée. » Tu sais? Puis là, on personnalise. Et on a tous des Madame Dupont puis toutes des Madame Dupont dans nos communautés. Donc, quand on cartographie, ça nous permet d'y aller avec une certaine neutralité. Donc, on fait notre liste. On fait vraiment, littéralement, une liste de toutes les parties prenantes, de toutes les personnes impliquées. Là, écoutez, c'est non exhaustif. Là, il y en aurait à rajouter. Mais faites cet exercice-là. Arrêtez-vous. Qui sont les parties prenantes dans mon projet? Et comment aller les chercher? Parce qu'on ne va pas les mobiliser de la même façon. Absolument. On ne va pas aller les mobiliser de la même façon. Puis à ce moment-là, une fois que vous les avez listés, bien, vous allez... Oh, on a perdu un petit bout, mais c'est influence, puis intérêt. Donc, si vous avez une partie prenante qui est, puis je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, un projet de réaménagement, là, c'est sûr, c'est plus ville, là, artère commerciale. Bien, on sait que nos commerçants, d'une artère, bien, dans les villages aussi, dans une artère commerciale, bien, ils ont une grande influence. Donc, ils vont être en haut de la flèche, puis ils ont beaucoup d'intérêt à être partie prenante du projet. Donc, on comprend qu'ensuite, on va les positionner pour chacune des parties prenantes, on va les positionner dans ce cadran-là. Et ça nous permet, comme je l'ai dit, d'enlever toute émotivité. C'est juste des exemples. Donc, puis à la suite de ça, une fois qu'on les aurait tous cartographiés, bien, on verrait où la majorité des parties prenantes se situent, ou celles qui sont peut-être sous-représentées. Puis à ce moment-là, on va déterminer des activités participatives qui vont être pertinentes pour aller les rejoindre de la bonne façon. Donc, et quand on le remet sur une ligne du temps, sur les plans de com, de mobilisation, de tous les plans, bien, on les remet sur une ligne du temps. À ce moment-là, bien, il y a comme 4 étapes importantes. Il y a l'élaboration, il y a le lancement de la démarche, il y a la conception du projet, puis il y a la réalisation. Et à ce moment-là, bien, vous prenez toutes vos parties prenantes, celles qui ont été à haut risque, là, celles qui avaient beaucoup d'influence, beaucoup d'intérêt, puis vous les repositionnez sur cette ligne du temps-là, puis ça vous permet de voir que, ben tiens, si je fais une activité, les parties prenantes, par exemple, à haut risque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'au moment de l'élaboration, vous allez tenir des comités de travail particuliers avec ces parties prenantes-là pour être certain qu'il y a une adhésion puis qu'il y a une implication qui est plus intéressante. Je vais vous donner un exemple concret. Moi, à Lac-Mégantic, il y avait un citoyen qui venait systématiquement à chacun des conseils municipaux pour... Il y avait toujours quelque chose à dire, mais c'était jamais positif. OK? Bien, ça c'est... Je ne sais pas c'était quoi son intention. Je ne pense pas que c'était de saboter. Ça, c'est votre perception. La sienne, c'était pas ça. Donc, il venait à chaque conseil municipal, puis il n'y avait rien qui fonctionnait. Puis là, moi, j'étais dans la salle, puis je me disais, il y a de l'énergie là à aller canaliser. Comment on va faire ça? Donc, je suis allée voir, puis c'est un homme qui était excessivement éduqué. C'est un professeur de français, littérature, passionné. Donc, je suis allée lui parler pour comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière ça. Puis là, j'ai compris qu'il avait juste besoin de se sentir écouté puis impliqué, puis mobilisé dans un projet. Nous, on avait un projet qu'on était en train de développer, puis je me dis, bingo, c'est en plein là qu'on va aller, on va aller pouvoir utiliser cette personne-là puis ses belles ressources. On l'a inclus dans le comité de travail. Il a changé, chouc, du tout au tout.
c'est devenu la personne, le meilleur ambassadeur de toutes sortes de projets. Mais c'est la même chose pour les projets. Tu sais, on aurait tendance à dire « Hey, lui, le chialeux, là, tu sais, puis je n'irai pas le voir, puis il va encore nous mettre des bâtons dans les roues. » C'est sûr que la première action, c'est de dire « J'ai pas envie. » Et en même temps, mais quand on va vers, on réalise qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Qu'est-ce qui peut être fait? Puis c'est pour ça qu'il faut connaître son monde. Il faut connaître, j'aime ça utiliser, moi, l'ADN de notre communauté. Parce que l'ADN, elle est différente d'une ville, d'un village à l'autre. Donc, c'est important de bien connaître l'ADN. Ça, c'est simplement pour remettre les choses en ordre, dans l'ordre, puis être capable de se dire, est-ce que j'ai tenu compte de ma partie prenante qui était à risque anticipable? OK, bon, OK, c'est beau, fait que là, je vais faire cette activité-là. Ah ben, je vais faire une activité, bien, crème, ça va me permettre de rejoindre toutes les parties prenantes. Donc, c'est simplement à ça que sert ce diagramme-là. Je vous en ai déjà parlé. Le citoyen, ce n'est pas un expert technique. T'sais, on en a tous des gens qui vont dire « Vous devriez faire ça comme ça. » on en connaît tous. C'est correct de les entendre, puis c'est correct de les laisser s'exprimer, mais c'est important d'avoir aussi vos experts pour que le dialogue s'installe, puis pour que le projet, justement, devienne gagnant. Je parle beaucoup, hein, Zoé? As-tu quelque chose à rajouter? Bien, connaître chacun des intervenants, des groupes. Moi, quand je suis arrivée à Sainte-Clotilde, on m'a dit qu'un des conseillers municipaux était très, très impliqué avec les organismes. Quand je regardais sur le site de la municipalité, il y avait dans la liste, n'était vraiment pas à jour. Je l'ai appelé. J'ai dit, j'aimerais ça aller te rencontrer. Est-ce que tu me parles de chacun des organismes? Fait que j'ai mis à jour dans mes notes quels étaient les organismes actifs dans la municipalité, qui est la personne contact. Ah oui, tu as son numéro de téléphone, tu as son courriel, pour aller les rencontrer. Puis accepter le plus possible d'aller dans leurs activités. Puis on se rend compte aussi, il faut être ouvert, on s'est rendu compte que notre projet, le fait qu'on veuille démarrer quelque chose, ça pouvait blesser. Le fait de dire qu'on voulait qu'il y ait plus de culture, offrir de la culture, des activités, bien, les gens le prenaient comme un « Mais là, ça fait 20 ans qu'on en fait, c'est pas vrai qu'il n'y en a pas. » Fait que faire attention aussi avec ces gens-là, comment on les approche. On a une petite question? Oui, une question. Il y a beaucoup de développement d'habileté, puis il y a beaucoup de mise en circonstance dans ce que vous élaborez. Ce que je retiens à venir à date, c'est que vous avez des projets comme Saint-Camille, comme Saint-Adrien, comme Mademoiselle Zoé, c'est des entités dans une municipalité, avec un conseil de municipalité. Quand tu es dans une communauté qui appartient à un regroupement de plusieurs communautés sous le chapeau d'une ville. Et là, c'est toute une identification, oui, de ta communauté, des parties prenantes, mais qui s'inscrivent consciemment ou non dans une certaine forme de compétitivité avec des projets semblables, similaires, complémentaires de d'autres communautés sous le même chapeau de la même municipalité. Donc, les intérêts peuvent être les motivations peuvent être légitimes, de bonne aloi, mais nécessairement, il va y avoir les contraintes dans la capacité financière d'aide. Et souvent, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les municipalités, dans ces contextes-là, vont donner carte blanche, avec des appuis, avec des validations de résolution, mais pas d'engagement financier. Ils vont nous laisser naviguer. Ils vont nous laisser aller chercher des expertises. Ils vont même nous répondre qu'ils sont tellement sympathiques, malgré le fait qu'ils ne peuvent pas consacrer de ressources humaines, de ressources techniques, de ressources financières à nos dossiers, parce qu'ils n'ont pas les capacités. Fait que ça fait, pour des bénévoles ou des petits comités, des dossiers avec de nombreux défis. Et c'est une réalité, ça. Oui, c'est une réalité, mais elle est modulable, je vous dirais, parce que moi, j'ai la chance d'accompagner plusieurs projets, puis il y a toutes sortes de modèles. Je ne vais pas dévoiler le nom, mais il y a une ville que j'accompagne en ce moment avec la fabrique, avec l'agent de développement de la MRC, puis c'est la ville
C'est la Ville qui fournit une ressource et qui fournit aussi les évaluations techniques pour les bâtisses, qui fait vraiment le carnet de santé. Fait que, oui, vous avez raison, en grande partie pour les plus petites municipalités, mais en même temps, il y a aussi des réalités différentes. Et mais c'est important d'avoir l'accord. Ben, vas-y, je sais que tu veux donner l'exemple de l'accord de la Ville. Bien, c'est normal aussi au début. Tu sais, les gens ont besoin d'être convaincus. Faut être convaincant. Fait que il faut pas les brusquer, il faut pas abandonner. Puis nous, à un certain point, on est allé faire du porte-à-porte parce qu'on ne voyait pas d'avance. Tu sais, on a eu une lettre d'intention, mais là on a répondu aux conditions qui étaient dans la lettre, mais il n'y avait pas plus d'engagement. Fait que on a regardé c'est quoi les problèmes qu'on avait devant nous, c'est quoi les enjeux, qu'est-ce qui était important pour nous. Sonia nous a aidés aussi avec les 3 points qu'on avait dans notre lettre d'appui. On voulait faire citer le bâtiment patrimoine culturel pour reconnaître que le bâtiment est important pour la communauté puis qu'on a un désir de le conserver. Mais en nommant des exemples aussi à la communauté, si le clocher menace de tomber, ben faire démolir l'église, ça a des coûts. Puis dépendamment qui est propriétaire, c'est quand même la municipalité qui paye au bout de la ligne parce que c'est des gros frais. Fait qu'on a défini ça, on est allé cogner aux portes. Puis ça nous a permis d'aller rencontrer des gens qu'au travers différentes activités, les journaux, les articles, les publications sur Facebook, on n'avait pas forcément eu l'occasion de rencontrer. Et sans dire aux gens, venez au conseil municipal, c'est important, il y a des gens qui sont venus, qui ont posé des questions. Il y a un monsieur qui a dit, ben quand on a voulu fermer le bureau de poste, on a pris des autobus, on est allé à Victo, puis là, on a encore un bureau de poste. Là, on parle de notre église. Fait que ça a montré à la municipalité où on en était rendu avec l'appui citoyen. Puis finalement, ils ont embarqué dans le projet. C'est normal que ça prend du temps. C'est sûr que c'est difficile quand on est dans la démarche, puis nous, on est convaincus, puis qu'on passe le temps à convaincre. On a convaincu les bailleurs de fonds, on a convaincu. Puis là, ils sont pas prêts tout de suite. Mais c'est normal, ça prend du temps, puis abandonnez pas. Oui, c'est parce que c'est du changement. Avec le changement, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas encore ce qu'on gagne. Donc, quand on garde ça en tête. Donc, j'en ai parlé, l'importance que les besoins collectifs, bien, ça implique qu'il faut aller vers les groupes qui sont sous-représentés. J'ai 5 minutes. OK. Donc, toujours penser à inclure les groupes qui sont sous-représentés. En fait, j'ai envie de vous parler de la gestion des conflits, c'est super important. Le conflit, c'est un ensemble d'éléments, de sentiments contraires qui s'opposent. Hein? Donc, ça sous-entend très souvent qu'on a des conflits de valeurs, soit de perception ou encore qu'on a des objectifs différents. Donc, c'est pour ça que c'est important de les nommer clairement, de les répéter, de se revalider aussi, soi-même comme porteur, puis aussi auprès de l'ensemble de nos parties prenantes. Parce que c'est basé sur 3 éléments, le conflit. Les suppositions, les perceptions et les attentes qui sont divergentes, différentes, puis souvent qu'on ne les a même pas exprimées. Quand j'ai fait mon porte-à-porte, des fois, j'ai passé 45 minutes à désamorcer des « Ah, ça a l'air que... » à expliquer. Puis j'ai fait « Pour vrai, j'ai pas besoin de votre signature, c'est correct, mais on peut prendre la peine de vous expliquer où est-ce qu'on en est avec le projet. Parfait. » Puis au final, c'est aussi important, sinon plus que les signatures, que les gens aient la bonne information, puis qu'on termine la discussion, puis ils savent où aller pour avoir la bonne information aussi. Puis moi, merci. Il y a des façons de gérer le conflit. D'abord, on analyse notre niveau de risque. Les fameux FFOM ou les SWOT, là, ben, ça a toujours sa place aussi dans des démarches de mobilisation. Hein? Fait qu'on évalue notre contexte politique qui va être différent d'une communauté à une autre. Le niveau de mobilisation, comment c'est couvert dans les médias sociaux. Tu sais, le parvis de l'Église, j'ai 2 minutes. Le parvis de l'Église, c'est devenu les Facebook de ce monde, c'est ça, là. C'est le parvis de l'Église, c'est ce que mon beau-frère et ma belle-sœur ont à dire. C'est ça, Facebook. Donc, et ensuite, on peut élaborer une stratégie de mobilisation qui est vraiment
connecter à cette analyse-là. On met en place notre feuille de route et surtout, on n'évite pas et on ne réprime pas le conflit. Des fois, il y a des gens qui disent « Ah non, non, on n'ira pas en consultation parce que là, les gens vont être, ils ne seront pas d'accord. » Non, non, non. Il n'y a rien de pire que ça. Il faut vraiment ne pas penser qu'on va réprimer le conflit. Puis il y a 4 méthodes. Plus on est informé, plus on informe les gens de façon correcte, adéquate, bien, plus les réactions des gens ils vont être prises de façon éclairée. On fait preuve d'empathie. C'est quoi la différence entre l'empathie sèche et l'empathie mouillée? L'empathie sèche, on est capable de se mettre dans les bobettes de l'autre. L'empathie mouillée, on est tellement dans ces bobettes qu'on vit ce que l'autre vit. Ça, c'est un petit peu trop. Donc, on reste dans l'empathie sèche, mais c'est important d'en avoir de l'empathie. On a des règles du jeu. Moi, j'ai toujours une charte de participation. Quand j'anime, je m'engage toujours à le faire de manière respectueuse, équitable, pour que les gens puissent s'exprimer de façon équitable. Donc, on commence notre consultation avec cette charte de participation-là. C'est un contrat qu'on a ensemble. Et moi, je dis toujours, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, je parle plutôt de dialogue que d'acceptabilité sociale, parce que moi, acceptable, c'est pas assez. Donc, les pièges à éviter, je sais que j'ai busté mon temps, mais c'est pas grave parce qu'on a commencé en retard. Il faut bien connaître son milieu. Il faut bien connaître les coutumes. Il faut bien connaître les contextes historiques. Il faut bien connaître la réalité de la gestion municipale. C'est pas juste des méchants, là. On a un monsieur Savoie qui a l'air super sympathique. Donc, quand on fait preuve d'empathie sèche puis qu'on comprend leur réalité puis leurs besoins, bien, on est capable de répondre adéquatement à leurs besoins pour faire avancer notre projet. Il faut faire attention, des fois, bien connaître son milieu. Là. Statistique Canada, s'il vous montre des chiffres là, comme quoi votre municipalité est un village dortoir, c'est un mot qui peut blesser la communauté. Fait qu'il faut faire attention comment on amène les choses, comment on présente les faits aussi. Fait qu'il faut vraiment, vraiment faire attention puis être à l'écoute de la sensibilité des gens. Oui. Puis, très pertinent. Il faut vraiment miser sur les objectifs, s'assurer que nos objectifs sont clairs, compris, puis ensuite, on détermine nos activités et pas l'inverse. Et respecter le rythme de la région. Moi, je fais des retraites de décélération dans la vie aussi. Mais la décélération, il faut le respecter, le rythme de la région. Ça ne veut pas dire qu'ils sont lents, là, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais quand on crée du changement, il faut prendre le temps, il faut laisser le temps aux gens de l'intégrer, ce changement-là, puis de la dynamique aussi, qui est différente d'un village à l'autre. Donc, comment on fait? On mobilise, on diversifie nos façons de mobiliser. Les rencontres de cuisine au Tim Hortons, là. Nous, on avait des gens qui étaient toujours en opposition, puis on savait que ça se passait au Tim Hortons. On allait faire des tours. On allait faire des tours au Tim Hortons. Puis on avait même des équipes qui allaient au bord du village. Parce que là aussi, il y avait de l'information. Donc, il faut permettre à une multitude de gens de pouvoir participer, de s'impliquer de façon individuelle aussi et collective, parce que ça aussi, c'est différent. Peut-être qu'on va s'impliquer en tant que groupe, et vous l'avez nommé, M. Savoie, vous avez dit, OK, la gang, là, le groupe, là, vous allez vous regrouper, vous allez gérer ça. Mais peut-être que moi, Mme Dumont, j'aurais envie de m'impliquer moins individuellement. Fait qu'il faut pouvoir permettre puis créer cet espace-là aussi. Puis mettre les citoyens en contact direct avec les experts puis les décideurs, ça, c'est hyper important. Ça ramène aussi à la capacité d'influence, puis c'est à la reconnaissance des gens, des individus, puis laisser de l'espace aux acteurs locaux. Puis là, je sais que j'ai dépassé. Donc, c'est ça. Merci, Sionna, puis merci à vous de vous intéresser à ces sujets essentiels dans un projet comme ça. Puis moi, j'aime ça finir avec celle-là parce que c'est tellement ça. Tout est question de perception, attente, différente. Quand on garde ça dans notre tête et dans notre cœur,
ben ça nous empêche nous-mêmes d'être trop émotifs puis de prendre les bonnes décisions. Hein? Parce que peu importe où on se situe, ben moi, si je regarde la queue de l'éléphant, peut-être que c'est une corde. Puis pour l'autre, ça va être autre chose. On travaille avec des humains, on est nous-mêmes humains, on est nous-mêmes partie prenante dans nos projets. Donc, quand on garde ça en tête, c'est facilitant. Merci beaucoup. On s'en va. Fini.